et c'est un réseau de paiement qui est résistant à la censure. Donc, il n'y a aucune personne qui peut t'empêcher de réaliser la transaction si tu veux la réaliser, en fait. Donc, on va essayer de parler de la monnaie parce que très vite, quand on commence à parler de Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie ou pas? Enfin, c'est de grands débats, mais finalement, qu'est-ce que c'est la monnaie? Enfin, quand tu commences à creuser ces sujets, enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas, je me suis rendu compte que on a une connaissance qui est très limitée de ce que c'est que la monnaie, en fait, finalement. La monnaie, c'est quoi à la base? En fait, euh, la monnaie, c'est euh, on va partir aux origines d'abord. Aux origines, avant, les gens, ils s'échangeaient leurs biens directement entre eux. C'est ce qu'on appelle le troc. Donc, si on prend l'exemple là, tu as une personne qui a un avocat, il veut l'échanger avec, bon, supposons que ce qui est dessiné là, c'est une peau de mouton. Faisons preuve d'imagination. Donc, c'est quelqu'un qui veut changer un avocat contre une peau de mouton. C'était ça le troc, en fait. En fait, ce que ça implique de faire cet échange-là, ça veut dire qu'il va falloir que les deux personnes qui veulent faire cet échange-là doivent s'entendre sur la valeur relative de l'avocat par rapport à la peau de mouton. À savoir, est-ce que moi, pour échanger la peau, enfin, si on suppose que moi j'ai la peau de mouton, est-ce que je dois accepter 2 avocats, 8 avocats, 10 avocats? Donc, c'est quoi la valeur relative de la peau de mouton par rapport à l'avocat? Et vice-versa, hein. Peut-être que dans le contexte de cet échange-là, la peau de mouton, elle vaut plus que l'avocat. Donc peut-être c'est celui qui, qui a les peaux de mouton qui doit rajouter une autre peau de mouton pour avoir un seul avocat. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit s'entendre quand on est quand on doit faire une transaction dans le troc. Vous verrez que pardon, quand il y a plusieurs biens dans l'économie, ça se complique très vite. Si on prend un exemple ici où on a 6 biens dans l'économie, si on doit évaluer la valeur relative de chaque bien par rapport à l'autre, quand on va l'échanger, ça devient vite un casse-tête. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut trouver 15 valeurs relatives. Donc, si je vais échanger l'avocat contre la pizza, enfin, va falloir que je trouve qui est supérieur à qui, combien d'unités de l'an je dois utiliser pour échanger l'autre. Donc, ça devient un vrai casse-tête. Et il y a un deuxième élément qui est un problème avec le troc, c'est ce qu'on appelle la coïncidence des besoins. C'est que quand moi j'ai besoin d'une pizza, qu'est-ce qui me garantit que celui qui veut échanger la pizza, c'est l'avocat qui veut? Peut-être que ce que lui veut, c'est un tableau. Donc ça veut dire que moi, je dois essayer d'avoir un tableau pour venir l'échanger contre la pizza, qui est ce que le gars qui a la pizza veut. C'est ce qu'on appelle la coïncidence des besoins. Donc, ça devient vite un casse. Le troc est vite devenu un casse-tête. On ne pouvait pas espérer avoir une économie développée avec le troc comme système d'échange. Donc, très vite, le moyen le plus pertinent d'échanger dans ce truc-là, c'est de trouver un bien qui se met au milieu, ce qu'on appelle un intermédiaire des échanges, dans lequel on pourra exprimer la valeur de tous les biens qui sont dans l'économie. Et à chaque fois qu'on voudra échanger un bien, il va falloir qu'on utilise ce bien-là comme intermédiaire. Et puis avec ce bien, tu peux acheter ce que tu veux. Donc c'est ça les premières formes de monnaie qui ont existé en fait. Donc les gens ont utilisé, il fallait que ce soit le plus, le bien le plus désirable par tous qui joue ce rôle. Donc les peuples à travers l'histoire, à travers les siècles et à travers enfin, les différents endroits du monde ont essayé tout et n'importe quoi à titre de monnaie. Ils ont essayé le sel dans certaines contrées comme monnaie. Ils ont essayé des têtes de bétail. Donc, il y a plusieurs peuples, même en Afrique de l'Est, et même ça continue maintenant, qui utilisaient des têtes de bétail pour faire tous les échanges. Donc, considèrent leur richesse en tête de bétail. Par exemple, quand tu veux doter une femme, il faut que tu apportes tel nombre de bœufs ou de moutons, parce que c'est ça qui est considéré comme la monnaie dans ces peuples-là. Euh, les gens utilisaient des coquillages comme monnaie dans certaines contrées. Et vous verrez que tous les peuples, ils ont utilisé des pierres précieuses, ils ont utilisé des cauries, ils ont utilisé des miroirs, enfin, un peu tout. Mais de façon quasi unanime, tous les peuples de la Terre ont convergé vers des métaux précieux comme monnaie, à savoir l'or et l'argent.
Donc pendant longtemps, l'or et l'argent ont fait office de monnaie parce que l'or, enfin on va parler de l'or, c'était là, l'or surtout a des caractéristiques qui sont exceptionnelles par rapport à tous les biens qui existent sur Terre. Les caractéristiques, c'est que c'est reconnaissable, c'est indestructible. L'or, c'est, ça a de la valeur, c'est rare en fait. L'or sur Terre est rare. Et c'est pas périssable, donc c'est notamment une des raisons pour lesquelles les têtes de bétail, le sel, tout ça, n'ont pas fait long feu comme monnaie parce que c'est périssable. Et ces biens-là, finalement, sont pas rares sous certaines conditions. Pareil, les cauris. Ça me rappelle une histoire, c'est que des peuples d'Afrique de l'Ouest, notamment, utilisaient les cauris comme monnaie jusqu'à ce que, quand ils commencent à commercer avec des peuples d'autres contrées du monde, ils se sont rendus compte que les cauris qui étaient rares sur les terres ouest africaines, là, on en trouvait, mais facilement dans d'autres contrées. Donc, ces peuples-là, ces personnes avec qui elles échangeaient, là, ont inondé le marché de ces cauris que eux, dans d'autres contrées, il suffisait de se baisser pour en trouver. Ils ont inondé les marchés là avec ces courriers parce que chez eux, les courriers sont pas rares. Et donc, ça vient casser la valeur de la monnaie et finalement, les peuples se détournent de ce bien-là comme faisant office de monnaie. Ça n'a pas été le cas de l'or parce que l'or est en quantité limitée. Enfin, c'est pas en quantité limitée sur Terre, mais l'extraction de l'or, on en trouve difficilement. Le minage est compliqué et ça fait que l'or est quasiment limité dans sa circulation, dans sa production sur Terre. C'est ce qui en a fait une excellente monnaie. Pendant près de 5000 ans, l'humanité a utilisé l'or comme monnaie. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'or a été perverti à travers ce qu'on appelle l'or papier. Ce qui se passe, c'est que tu as des commerçants qui utilisent l'or, qui se déplacent dans plusieurs endroits dans la Terre pour vendre leurs biens et ils se sont vite confrontés à une limite de l'or. C'est que l'or à transporter, c'est compliqué. Donc déjà, il y a un problème de sécurité, il y a des problèmes de logistique, c'est compliqué. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à garder leur or chez d'autres commerçants qui se sont spécialisés dans ça. Donc en gros, moi, je décide de faire de la gestion de l'or mon business. Donc moi, j'ai un entrepôt. Les commerçants, ils viennent, ils déposent leur or. Je leur donne un papier dans lequel je dis, je certifie que tel gars, il a, disons, 10 kilos d'or chez moi. Et les commerçants, plutôt que d'échanger de l'or, ont commencé à s'échanger ces papiers-là, donc ce qui est devenu plus tard l'or en papier, qui est l'ancêtre en fait des billets de banque. Et vous aurez bien deviné, ces commerçants en question, c'est les ancêtres des banques. Donc les gens ont commencé à utiliser ce qu'on appelle l'or papier. Et les banques, dans leur c'est comme on dit, le pouvoir ultime corrompt, dans leur cupidité, se sont mis à imprimer, à, à faire circuler plus de papier or qu'il y avait d'or vraiment dans leur coffre. Et ça, c'est quelque chose que les États ont pris à leur compte. Et c'est comme ça que les premiers billets de banque sont nés. Donc, la forme qu'on connaît, la forme actuelle de monnaie qu'on connaît, c'est les billets de banque qui étaient à la base, en fait, de l'or papier parce que si vous regardez les tout premiers billets de dollars, c'était dit que tu peux échanger à la banque centrale ce billet contre tel nombre de grammes d'or. C'est ce qu'on appelle l'étalon or. C'était euh, c'était en 41, je ne sais plus, quand il y a eu la création des institutions de Bretton Woods. Donc toutes les grandes nations mondiales se sont réunies et ont décidé que toutes les monnaies de ces grandes puissances-là allaient être liées au dollar et le dollar allait être adossé à de l'or. Et l'or devait être conservé par la Réserve fédérale, donc la Banque centrale des États-Unis. Donc c'est ce qu'on appelait l'étalon or. Les États-Unis ont abusé de ce privilège. Ils se sont mis à imprimer des dollars à foison, notamment pour financer leurs différentes guerres. Le premier pays qui s'est rendu compte du poteau rose, c'était la France. La France a décidé, je ne sais plus exactement la date, je pense que c'était en 70 ou 71. À l'époque, c'était De Gaulle, il me semble, a décidé, parce qu'il voyait qu'il y avait trop de dollars qui circulaient, ça ne correspondait pas à la quantité d'or qui était gardée dans les banques centrales. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tous les pays ont dû transférer leur or à la réserve fédérale pour qu'ils les gardent, et puis en échange, leur donner des dollars. Donc la France a décidé
à l'époque d'aller récupérer tout son or. Donc, ils ont mobilisé une grande somme de dollars. Ils ont fait partie des bateaux aux États-Unis. Ils ont récupéré leur or. Les États-Unis, Nixon à l'époque, devant ce truc, s'est dit, enfin, si tout le monde vient retirer son or, on sera dans les problèmes parce qu'on n'a pas suffisamment d'or pour rembourser tout le monde. Donc, c'est là qu'ils ont cassé les talons or. Donc, depuis 71, il n'y a plus de lien direct entre l'argent qui circule, l'argent qui existe, et puis l'or. Donc, pour tous ceux qui pensent que euh, enfin, l'argent est baqué par de l'or, là, c'est un mythe, hein. Ça fait plus de 50 ans que c'est plus le cas. Il n'y a plus d'or pour baquer l'argent. Non, non, non. L'argent s'est créé à partir de rien. Ce qui fait la valeur de l'argent, c'est la confiance qu'on a dans les États. Et bien sûr, généralement, les États finissent par trahir cette confiance. Excusez-moi. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la monnaie. Donc vous retenez à travers ça que la monnaie, en fait, c'est une forme de communication entre deux personnes qui souhaitent échanger des biens et services. Et c'est la confiance, en fait, qui donne la valeur finalement à la monnaie. Si le peuple il a foi dans le système qui sert de monnaie, alors ce système-là ou cette monnaie a de la valeur. La monnaie assure trois fonctions. Historiquement, il y a des philosophes qui ont cogité et défini ces fonctions de la monnaie. Je pense que c'est Aristote, le gars qui a défini ça, là. Trois fonctions. La monnaie doit être une réserve de valeur. Donc, ça veut dire que ça doit permettre de conserver la valeur de l'argent. Enfin, ça doit permettre de conserver de la valeur dans le temps et dans l'espace. C'est ça qu'on appelle réserve de valeur. La monnaie doit servir de moyen de change. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est ça qui permet, c'est l'intermédiaire d'échange. Donc, on l'utilise pour faire les échanges. Et puis, la troisième chose, la troisième fonction, c'est unité de compte. C'est le fait d'exprimer la valeur de quelque chose dans une monnaie. Donc, le fait de dire que mon téléphone, il vaut 1000 euros. L'euro, c'est une unité de compte. Ça permet de mesurer la valeur des biens dans l'économie. C'est ça qu'on appelle unité de compte. Donc, à travers l'histoire, donc les gens ont étudié finalement qu'est-ce qui fait qu'une monnaie est bonne, est meilleure par rapport à une autre. Donc, quand on étudie en fait les caractéristiques de tout ce qui a servi de monnaie à travers l'histoire, les gens ont, ont défini, ont déduit six qualités, six caractéristiques qui permettent d'évaluer est-ce qu'une monnaie elle est bonne ou pas. Donc, ces caractéristiques-là, c'est notamment que la monnaie soit vérifiable, donc facilement vérifiable. Ça te permet, toi, immédiatement de savoir si tu as affaire à une fausse ou une bonne monnaie. Donc, c'est le fait qu'il soit vérifiable. On verrait que les billets ont notamment tout un tas de technologies pour permettre de les authentifier très rapidement. La monnaie doit être rare. C'est ça qui assure sa valeur. Si ta monnaie n'est pas rare, elle perd de la valeur. Et c'est ce qui explique la perte de la valeur de ce qui nous sert de monnaie actuellement. Les banques centrales impriment de la monnaie à satiété et donc elle perd de la valeur parce qu'elle n'est plus rare. C'est bien ce qui fait la particularité de l'or. L'or est rare, c'est pour ça que ça a assuré avec brio sa qualité de monnaie à travers l'histoire. Une monnaie doit être portable. C'est là que l'or a pêché un peu, mais vous verrez que les billets de banque qui sont aisément portables. Une monnaie doit être divisible en petites unités, pouvoir faire de petites transactions. Ça doit être durable, ça doit être interchangeable. Et les gens ont essayé de faire une comparaison. Quand on essaie de faire une comparaison de ces différentes caractéristiques-là entre l'or, la monnaie fiduciaire et le Bitcoin, on se rend compte que Bitcoin possède des propriétés qui font qu'il a le potentiel pour devenir un vrai étalon monétaire, une monnaie qui est meilleure, qui résiste mieux à l'inflation. Si on prend la durabilité, l'or est durable. Bon, un billet de banque, ça se détruit facilement. C'est dans ce sens-là que dans la partie durable, c'est moins coté qu'un Bitcoin. Un Bitcoin, c'est numérique, donc par, par essence, ça se détruit pas, c'est une information. Donc divisible, l'or est difficilement divisible. Diviser de l'or, ça implique faire intervenir de l'industrie pour le fondre, le truc et tout, donc c'est compliqué. La monnaie, bah, c'est le cas, tu as plusieurs billets, donc c'est divisible. Bitcoin, on a pu le voir, c'est divisible. Un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi, donc c'est très divisible un Bitcoin.
C'est fongible, l'or. Donc, généralement, l'or, ça se reconnaît, on peut échanger enfin, de l'or entre eux. Après, ce qui distingue, c'est le poids ou peut-être la pureté. Mais bon, c'est des choses qu'on arrive à gérer. Les monnaies fiduciaires, c'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs monnaies fiduciaires. Donc, l'échange des monnaies fiduciaires entre eux, c'est compliqué. Enfin, c'est pas facile. Contrairement au Bitcoin, un Bitcoin égale un Bitcoin, c'est interchangeable facilement. C'est ce qu'on appelle fongible. La portabilité, donc l'or pêche un peu là. L'or, c'est difficilement portable. Bah, ce n'est pas le cas des monnaies fiat. Ça tient dans un portefeuille. Tu le gardes sur toi. Tu peux le changer comme tu veux. Bitcoin est hyper portable. On pourra en parler plus tard. Pour posséder un Bitcoin, c'est des informations que tu as dans ta tête. Quand tu as un wallet, il y a ce qu'on appelle une seed phrase qui est en fait ta clé privée. Et cette clé-là, il suffit de la mémoriser. Tu peux la restaurer dans n'importe quel téléphone ou ordinateur plus tard. Et je vais vous donner des exemples de ça et de comment des gens qui étaient dans des territoires en guerre, notamment en Ukraine, ont utilisé du Bitcoin pour sauvegarder leur richesse dans un contexte où le système bancaire est down, les banques, ça ne fonctionne plus et leur monnaie a chuté en quelques jours après que la Russie ait débuté son attaque. Ensuite, la rareté. L'or est rare. Ça, c'est établi, c'est ce qui en fait sa valeur. Les monnaies fiduciaires sont pas rares. Les banques centrales en créent à satiété. Le Bitcoin est rare. Il y en aura jamais plus que 21 millions. Et puis ensuite, l'historique. L'or a 5000 ans d'historique. C'est établi dans la tête de tout le monde que l'or, c'est une monnaie. C'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qui a de la valeur. La monnaie fiat a à peine 100 ans d'histoire. Ça, c'est pour parler du dollar. 100 ans, peut-être que je dis un peu. C'est un peu trop. Bah, si on prend l'euro, c'est une trentaine d'années. Si on prend le CFA, c'est un peu plus. Mais en gros, l'or n'a pas enfin, la monnaie fiduciaire n'a pas une si grande historique que ça. Ça ne date pas de si longtemps que ça. Bah, Bitcoin n'a que 13 ans. Donc, en termes d'historique, c'est pas forcément le meilleur. Donc, sur la base de ces caractéristiques, on peut estimer que Bitcoin pourrait être en fait une bien meilleure monnaie que toutes les options qui sont disponibles à nos jours. Après, je dis pas que c'est une vérité établie. C'est chacun qui se fait son avis. Donc, s'il y a des gens qui sont sceptiques par rapport à ça, je comprends parfaitement. Mais il faut creuser le truc et ne pas bloquer immédiatement. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne peuvent pas entendre que Bitcoin, c'est une monnaie. C'est comme ils veulent, mais la monnaie, c'est une convention sociale. C'est pas parce que Bitcoin, c'est pas une monnaie chez toi que c'est pas une monnaie chez d'autres, en fait. Pour rappel, il y a un État qui a fait de Bitcoin, qui a donné cours légal à Bitcoin. Donc, il y a un État dans le monde dans lequel les gens utilisent Bitcoin comme monnaie. Donc, si toi, tu n'as pas envie de considérer ça comme de la monnaie, fine, c'est comme tu veux. Mais il y a des gens dans le monde qui utilisent Bitcoin comme monnaie et ça, on ne peut pas le leur refuser. Autre chose, là, je voulais faire un rapide, dire quelques mots sur le Lightning Network. Le Lightning Network, en fait, c'est une couche supérieure de Bitcoin. Euh, Vous verrez qu'on part beaucoup Bitcoin à Internet. Internet, dans son fonctionnement, c'est plusieurs protocoles qui ont été superposés et qui donnent l'Internet qu'on connaît actuellement. Au début, c'était le protocole IP à la base. Ensuite, tu as la couche TCP, tu as la couche, je sais plus moi, DNS, tu as la couche HTTP. C'est tout ça, cette superposition de couches-là qui a donné aujourd'hui l'Internet qu'on connaît actuellement. Et c'est un peu comme ça que Bitcoin est en train de se développer. Les gens ont construit au-dessus de Bitcoin une autre couche qui s'appelle Lightning Network, qui permet d'adresser des limites de Bitcoin. C'est la vitesse. Donc, vous verrez que la couche 1 qu'on appelle on-chain, donc ça c'est le Bitcoin natif, ça représente le premier et unique actif numérique décentralisé. C'est très sécurisé, j'en ai parlé. La confirmation se fait en 10 minutes. En fait, quand tu fais une transaction, il faut en moyenne 10 minutes pour que la transaction elle soit settle. Donc, en quelque sorte, ça, c'est relativement lent. Si tu as envie de transférer 10 millions à l'autre bout de la planète, 10 minutes, c'est rien. Si tu passes dans le système bancaire habituel, tu en as pour plusieurs jours, c'est rapide. Mais si tu as envie d'acheter du pain chez ton boutiquier du quartier, tu ne vas pas attendre 10 minutes qu'il y ait la confirmation de ta transaction. Donc, pour des transactions au day-to-day, 10 minutes, c'est trop. Bitcoin est lent. Et ça, il faut se le dire. Il y a la question de scalabilité. Donc, Bitcoin a une limite dans le nombre de transactions qu'il peut traiter à la seconde, c'est limité. Et puis les frais. Donc, comme je le disais, si tu veux transférer 10 millions, payer 2 dollars de frais, c'est rien. Mais si tu veux faire une transaction de
100 francs CFA en Bitcoin, tu vas pas payer 100 francs ou 300 francs de frais. C'est pas envisageable. Et c'est ça que Lightning Network est venu permettre de faire. Donc, Lightning Network, c'est une surcouche de Bitcoin qui permet de faire des paiements en détail, de détail. Donc, ça s'appuie sur la sécurité de Bitcoin. C'est tout aussi secure que Bitcoin. Le règlement, il est instantané. Et si on a un peu de temps, on pourra faire une démonstration. Ça se fait, mais genre en instantané. C'est extrêmement scalable. Donc, tu peux traiter 1 million de transactions à la seconde. Le réseau Lightning peut l'absorber facilement et les frais sont ultra bas. Une transaction Lightning peut te coûter de 0 à, je sais pas moi, 10-20 $, dépendamment du truc. Donc, on peut envisager des transactions quasiment gratuites, en fait, sur Lightning Network. Maintenant, je vais vous parler de quelques cas d'utilisation de Bitcoin. Donc, c'est bien beau tout ce qu'on a dit là, de ce que Bitcoin est, de ce que ça fait et tout, mais qui utilise Bitcoin au final? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Bitcoin? Dans quel contexte ils utilisent Bitcoin? Euh, Donc, le premier exemple, j'en ai parlé, c'est le Salvador. Donc, le Salvador, c'est le premier pays au monde qui a donné un cours légal au Bitcoin. Donc, le Salvador, à titre d'info, c'est un pays en voie de développement d'Amérique centrale, environ 6 millions d'habitants. Ils n'ont pas de monnaie nationale, ils utilisent le dollar. Donc, ils n'ont absolument pas de souveraineté monétaire. Ils sont à la merci des US, un peu comme nous avec la France. Euh, le président, à l'époque, quand il faisait son discours de pourquoi il adoptait Bitcoin, il a donné un exemple. Il dit, le Salvador, c'est un pays dans lequel il y a une très forte diaspora de Salvadoriens qui sont notamment aux États-Unis. Figurez-vous que la remittance, c'est-à-dire l'argent que les gens de la diaspora envoient à leur famille qui est restée au Salvador, là, c'est l'équivalent de 25% de leur PIB. Donc, c'est une manne financière considérable pour le pays. Et sur ces transferts-là, Western Union et toutes les compagnies qui gèrent ces transferts-là, ils se font 400 millions de dollars par an de frais que ces compagnies-là se font sur la rémittance qui représente 25% du PIB du pays. Il dit, avec Bitcoin, j'ai la possibilité ma population a la possibilité de faire ces rémittances-là quasiment sans coût. Donc, ça veut dire que c'est 400 millions en plus que j'aurai sur mon PIB parce que, bah, je prends mon exemple, si j'ai l'habitude d'envoyer 1000 euros à ma famille restée au pays, je payais, on estime qu'environ, c'est 8% environ de frais pour les transactions. Je payais 80 euros. De toute façon, dans mon budget, c'était 1080 euros qui est prévu pour ma famille. Si maintenant il n'y a plus de frais, j'envoie les 1080 euros. C'est ce que j'aurais tendance à faire parce que c'est ce qui est dans mon budget. Donc ça veut dire que tu augmentes potentiellement le montant du PIB dans le pays. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Regardez par exemple le temps que tu prends quand tu reçois un transfert. Ça veut dire que tu dois trouver du temps pour aller dans un endroit où il y a un Western Union, passer du temps à le faire, le transport, ton temps que ça prend, c'était une grosse perte de temps. Aujourd'hui, avec Bitcoin, tu transfères l'argent directement dans le téléphone de quelqu'un, comme on le fait le mobile money. Pour info, mobile money, ça n'existe pas au Salvador, hein. Et donc, il y a eu des témoignages de Salvadoriens pour lesquels ça a été un game changer dans leur vie. Et puis, autre chose, Bitcoin, quand ça a eu cours légal, et je rappelle que ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus le dollar, hein. Ça dit que la population a le choix. Ils peuvent utiliser du dollar ou utiliser du Bitcoin. C'est pas parce que Bitcoin est monnaie légale qu'on ne peut plus utiliser du dollar. Donc, faut pas penser que ça veut dire qu'on impose Bitcoin, enfin, qu'ils imposent Bitcoin aux gens. Ça veut dire que la population a le choix. Ils peuvent utiliser Bitcoin ou ils peuvent utiliser le dollar. Donc, en fonction de ta configuration, de comment tu comprends Bitcoin ou de comment tu entrevois les intérêts, les avantages de Bitcoin, tu peux utiliser Bitcoin ou le dollar. C'est ça. Et ensuite, en 4 mois, on a 5 millions de Salvadoriens qui ont ouvert un portefeuille Bitcoin. En fait, 5 millions, là, ça représente 3 fois plus de personnes bancarisées. Le système bancaire a été surpassé en 4 mois avec Bitcoin. Parce que pour ouvrir un portefeuille Bitcoin, techniquement, tu as juste besoin d'un téléphone portable et d'une connexion Internet. Tu n'as pas besoin de ta pièce d'identité, de t'authentifier. Tu as un téléphone portable, tu as Internet, tu ouvres un portefeuille Bitcoin, tu peux faire partie du réseau, tu peux recevoir ou envoyer des Bitcoins. C'est aussi simple que ça.
Donc, ça a accéléré la bancarisation dans le pays comme jamais auparavant le système bancaire n'était arrivé à le faire. Bon, bien évidemment, ce n'était pas du goût de nos amis du FMI qui ont demandé au Salvador de renoncer au Bitcoin, qui ont mis des pressions, enfin, le FMI, mais pas que le FMI, les États-Unis notamment, ont mis des pressions énormes pour que le président du Salvador revienne sur sa décision. Mais bon, il ne l'a pas fait. Bon, je ne vais pas vous dire que Bitcoin a changé tout au Salvador et que du jour au lendemain, c'est devenu un pays où tout le monde va bien, machin et tout. Ils ont un taux de criminalité qui est hyper élevé, mais ça a réussi quand même à faire avancer les choses dans le bon sens. Et vous verrez que plusieurs pays ont commencé à vouloir s'inspirer de ce qui s'est passé au Salvador. Donc, l'année dernière, le Salvador a reçu des autorités financières de banques centrales de 44 pays qui sont venus notamment pour discuter de Bitcoin et comment Bitcoin a été implanté dans le pays et comment est-ce qu'eux, ils pouvaient recopier ça dans leur pays. Et puis, en termes de, comment ça s'appelle, d'impact, impact direct de l'adoption de Bitcoin au Salvador, euh, euh, Bitcoin a fait partie, enfin, pas Bitcoin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le Salvador fait partie des pays au monde, je pense qu'il y en a 20 ou 30, dans lesquels le tourisme est revenu à son taux d'avant Covid en 2022. C'est quelque chose de remarquable. Et une des raisons du fait que le Salvador est devenu une attraction touristique, c'est Bitcoin. Parce que des Bitcoiners du monde entier ont tendance à y aller pour expérimenter ce que c'est que la vie dans un pays où tu peux dépenser tes bitcoins en toute liberté. Et donc, ça a boosté le tourisme dans ce pays. Mais pas que. Bitcoin a permis également, entre le moment où Bitcoin a été, a eu cours légal au Salvador et maintenant, il y a eu une augmentation de 10,8% du PIB. Et ça, vous ne verrez jamais un média en parler. Quand ils parlent du Salvador, c'est le crime, c'est pourquoi ils ont accepté Bitcoin, c'est le président qui achète du Bitcoin sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est aussi le président, c'est un showtimer, il fait des trucs de malade. Mais bon, bref, il y a des chiffres qui parlent. 83% de hausse du tourisme dans le pays, 10,8% du PIB en hausse. Et puis, il y a une forte hausse des investissements étrangers dans le pays, justement parce que tu as des startups du domaine qui vont s'installer au Bitcoin pour monter leur business en Bitcoin, pour monter leur business autour de Bitcoin. Et ça a été une manne énorme pour le pays, en fait. Et puis, Bitcoin est au Salvador, ils ont décidé de lancer une expérimentation d'instruments financiers qui est inédit, à savoir pouvoir lever des fonds à l'international sans avoir la bénédiction du FMI. Aujourd'hui, quand un État veut lever des fonds, il doit faire la courbette devant le FMI, qui va leur imposer plein de choses. À titre d'exemple, ce qui s'est passé dans nos pays avec ça s'appelait comment? Les les programmes d'ajustement structurel. Voilà, pour avoir de l'argent, ils ont dû enfin bref, je pense que vous voyez un peu l'image, nous imposer des choses inimaginables pour pouvoir lever des sous. C'est ce qui se passe, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Si tu veux lever des sous à l'international, tu dois faire la courbette devant le FMI. Je parle des pays en voie de développement. Et aujourd'hui, le Salvador est en train de travailler sur une expérimentation pour lever des fonds en Bitcoin sans passer par le FMI. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire et on attend de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour parler du Salvador. Bon, on a déjà parlé des touristes qui affluent au Salvador, même dans un contexte où le cours du Bitcoin a baissé. Ensuite, la guerre en Ukraine. Donc, vous avez dû certainement le voir, l'Ukraine a reçu plusieurs dons, donc on parle de plus de 52 millions de dollars de dons en Bitcoin et en crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé pourquoi les gens faisaient des dons à l'Ukraine en Bitcoin et pas en dollars, en fait. C'est aussi simple que ce que le système bancaire de l'Ukraine était tombé. Il y a la guerre, il n'y a plus de banques, la monnaie a chuté violemment. Donc, même si tu fais un don en dollars à l'Ukraine, comment est-ce qu'ils le récupèrent? Ou même à des ONG qui sont en Ukraine, parce que c'était ça. Les gens faisaient des dons à des ONG en Ukraine ou à l'État ukrainien. Ils ne peuvent juste pas utiliser cet argent. Alors que la crypto-monnaie, le Bitcoin notamment, tu envoies l'argent, ils le reçoivent dans leur portefeuille. Et pour peu qu'ils puissent trouver des fournisseurs, parce que c'est à ça que ça servit, l'argent, acheter des biens de première nécessité dans les pays aux alentours, acheter des armes, acheter des trucs, des armes de protection, machin. C'est ça que le gouvernement ukrainien a utilisé pour le faire.
Donc, ça a montré en fait son intérêt dans un pays où le système bancaire est complètement tombé dans un contexte de guerre. Ça a été le cas également au Canada. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ça c'était une histoire, euh, comment dire, inédite dans un pays développé. Ce qui s'est passé, les gens ont fait ce qu'on appelait les convois des camionneurs. C'est des gens qui manifestaient au Canada contre les mesures Covid. Ça n'a pas plu au gouvernement canadien qui a réprimé les manifestations. Mais ils allaient beaucoup plus loin. Les manifestations ont levé des crowdfunding, donc pour pouvoir financer le truc. Figurez-vous que l'État canadien a demandé aux banques de geler les, cet argent-là qui a été récolté par les camionneurs. Ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont commencé à imposer des sanctions. Ils ont commencé à imposer des sanctions, en fait, à ceux qui aident au blocage. Donc, tu as des gens qui participent au blocage ou aident ou financent le blocage. Ils sont retrouvés du jour au lendemain avec leur compte bancaire bloqué. Je rappelle, hein, ce qu'ils ont fait de mal, c'est manifester contre des mesures de l'État. On parle du Canada, on n'est pas en train de parler du Cameroun. Désolé s'il y a des Camerounais dans le space, mais bon, ça aurait pu s'appliquer à n'importe quel pays en Afrique. Donc, ces gens-là, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont financés en Bitcoin parce que Bitcoin est incensurable. Les convois de la liberté, là, ils ont réussi à récolter 800 000 dollars sous forme de Bitcoin qu'ils ont pu utiliser notamment dans un contexte où les camionneurs, ils avaient leur compte bloqué. Ils utilisaient Bitcoin pour subvenir à leurs besoins le temps que ça se règle. Je ne sais même plus si ça s'est réglé ou pas. Donc ça, c'est des exemples de Bitcoin qui est utilisé dans un contexte où soit le système bancaire est down, soit les autorités censurent des transactions. Bitcoin peut être utilisé dans ces cas-là. Et puis un autre exemple beaucoup plus près de nous, c'est le Nigeria. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. L'exemple de ce que Bitcoin est en train de faire au Nigeria, c'est très édifiant et je pense que beaucoup de personnes auraient intérêt à regarder ce qui se passe au Nigeria parce que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver dans un futur plus ou moins proche. Donc d'abord, il y a eu les manifestations End Police, donc les manifestations contre les violences policières au Nigeria. Il me semble que c'était en 2021, si je ne dis pas n'importe quoi. Ça a été pareil. Le gouvernement a bloqué l'argent des associations enfin, ou des groupes qui faisaient ces manifestations-là. Et ces gens-là se sont financés en Bitcoin. Donc ça a été un premier usage de Bitcoin. Et là, au Nigeria, il y a eu une explosion de l'usage de Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale du Nigeria a banni Bitcoin. Donc, ils ont interdit aux gens d'utiliser Bitcoin. Mais ça n'a absolument pas empêché l'usage de Bitcoin, des crypto-monnaies, d'exploser au Nigeria. Ils sont allés plus loin. Ils ont créé leur monnaie numérique, l'INAIRA. Je pense qu'on a tous entendu parler de ça. Ça a été un gros flop. Très peu de personnes l'utilisaient. Ils préféraient utiliser Bitcoin. Parce que le Naira, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une monnaie qui a un taux d'inflation à 2 chiffres. Ça a perdu 50% de sa valeur en 2 ou 3 ans. C'est terrible ce qui arrive au Nigeria actuellement avec le Naira. Et vous verrez qu'aujourd'hui, ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à interdire aux Nigérians d'acheter du dollar avec du Naira. Parce que les Nigérians se rendent compte que leur monnaie est en train de devenir n'importe quoi et veulent s'échapper en achetant du dollar. La Banque centrale du Nigeria l'a interdit. C'est terrible ce qui se passe actuellement au Nigeria. D'un point de vue économique, j'ai envie de dire. Et vous verrez que c'est entre autres ces raisons-là qui poussent de plus en plus de Nigérians à acheter du Bitcoin, à faire des transactions en Bitcoin, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les Nigérians sont limités dans leur utilisation du dollar pour faire des transactions à l'étranger. Bah, comme vous pouvez le voir là, donc ils achètent du Bitcoin pour pouvoir continuer de faire leur business en fait, ou pour conserver la valeur de leur monnaie, parce que le Naira perd de la valeur de façon irrémédiable. Donc aujourd'hui, ça c'est un classement de 2022. Hein. Donc le Nigeria et l'Afrique du Sud sont dans le top 10 des pays qui possèdent ou utilisent le plus de Bitcoin de crypto-monnaies au monde. Il y a certains classements en 2021 qui placent le Nigeria en tête au monde devant les États-Unis même en termes d'utilisation de Bitcoin. Donc c'est très intense. J'ai vu des études qui disaient que
en 2021, tu avais en moyenne 800 millions de dollars par semaine de transactions Bitcoin qui étaient réalisées par semaine au Nigeria. Donc, il y a un vrai usage pardon, j'ai dit 800 millions, pardon, c'est 8 millions de dollars, pardon. J'ai exagéré un peu les choses. C'est 8 millions de dollars qui étaient transférés par semaine en moyenne au Nigeria. Et les derniers chiffres là montrent qu'entre le début de l'année 2021 et maintenant, à juin 2022, c'est 1,6 milliard de dollars d'échanges en Bitcoin qui a été réalisé dans ce pays. Donc les gens en font un vrai usage. On n'est pas en train de parler forcément de trading, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc, une petite slide rapide pour vous montrer en fait ce qu'on appelle le cercle vertueux de Bitcoin. En profiter pour faire un petit aparté sur le prix, parce que je sais que ça doit être une question qui intéresse tout le monde. Donc, en fait, comment est-ce que le prix de Bitcoin est fixé? Donc, je vous ai dit, il n'y a pas d'entité qui contrôle Bitcoin. C'est pas un mec dans son bureau quelque part là-bas qui déclare que Bitcoin ça vaut 10 000 dollars ou que Bitcoin ça vaut, ça vaut 20 000 dollars ou que ça vaut 60 000 dollars. Non, c'est le marché. Comme à peu près toutes les matières premières et tous les marchés financiers, enfin, toutes les matières premières, j'ai envie de dire, toutes les monnaies, l'échange se fait sur des marchés boursiers. Et le prix du Bitcoin, comme le prix de quasiment tout ce qui est échangé sur des marchés boursiers, est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de personnes qui veulent acheter du Bitcoin, plus le cours du Bitcoin il monte. C'est aussi simple que ça. Le cours du Bitcoin en dollars est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de personnes qui veulent vendre du Bitcoin, plus le cours il chute. Plus il y a des gens qui veulent acheter du Bitcoin, plus le cours il monte. C'est aussi simple que ça. Du coup, du fait de toutes les propriétés de Bitcoin dont j'ai parlé précédemment, tu as de plus en plus de personnes qui veulent utiliser Bitcoin et qui veulent le garder. Donc ça fait qu'il y a une demande qui augmente. L'augmentation de cette demande-là fait que les prix, ils augmentent. Et quand quand le Bitcoin a un cours qui est intéressant, ça attire plus de mineurs à venir sécuriser les réseaux parce qu'ils en gagnent, c'est économiquement viable pour eux. Et plus il y a de mineurs, plus le réseau il est sécurisé. Et plus le réseau il est sécurisé, ça augmente l'attractivité du bidule et pas plus de personnes qui veulent l'utiliser. Et c'est dans ce cycle-là, en fait, qu'on est et qui fait que le cours du Bitcoin, il ne fait que monter sur le long terme, je précise. Ce que vous verrez de grosses chutes du cours, on va y revenir plus tard, mais quand tu prends la tendance sur le long terme, le cours du Bitcoin ne fait que monter. Maintenant, petit aparté sur les attaques auxquelles Bitcoin a survécu depuis sa création. Il y a le hack de nombreuses plateformes d'échange. Les plateformes d'échange, en fait, c'est les endroits, les plateformes, les endroits dans lesquels on va s'échanger du Bitcoin, acheter, vendre du Bitcoin. Ça s'appelle des plateformes d'échange. Et il y a eu, à chaque fois que vous entendez dire qu'il y a eu un hack du Bitcoin, Bitcoin n'a jamais été hacké. Ce qui a été hacké, ce sont ces plateformes d'échange. Parce que ces plateformes d'échange gardent les Bitcoins pour le compte de leurs clients. Donc, ça fait un point d'attaque. Ça fait, comme on dit, un pot de miel pour tous les hackers. Ils ciblent finalement ces plateformes d'échange parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de Bitcoin. Pour peu qu'il y ait des failles dans les processus de sécurisation de Bitcoin de ces plateformes d'échange, elles peuvent être hackées. Et le hack le plus connu, le plus retentissant, c'est la plateforme Mt. Gox. Ça a eu lieu en putain, j'ai plus l'année en tête, mais ça a été un gros hack parce que à l'époque, Mt. Gox, c'était la plateforme quasiment unique sur laquelle s'échangeait du Bitcoin. Et Mt. Gox devait avoir quelque chose comme 20 ou 25% des Bitcoins en circulation sur Terre. Et donc, ils ont été hackés et ça a entraîné une chute violente du cours du Bitcoin. Je peux vous dire que c'est un des moments où Bitcoin a failli, a failli, a failli être détruit, pardon. Bitcoin a survécu à ça. Bitcoin a été déclaré mort des centaines de fois par les journaux. À chaque fois que le cours du Bitcoin chute, tous les journaux vont titrer Bitcoin, est-ce la fin, est-ce une bulle, machin, la fin de la bulle, machin et tout. Ils le feront tout le temps, mais Bitcoin continue de survivre et de continuer de grandir.
L'utilisation du Bitcoin pour des activités illicites, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'était le cas avant. Une des, un des scandales même qu'il y a eu à l'époque, c'est le scandale de Silk Road, qui était un site dans lequel on pouvait acheter tout et n'importe quoi, mais surtout des choses illicites, de la drogue, des armes à feu, tu peux acheter des hackers, machin et tout. C'était un site très sombre. Et ce site-là n'acceptait que des bitcoins. C'était dans les années 2000, je crois. Et ce site a été démantelé et Bitcoin a souffert de ce passé-là. Donc pendant longtemps, Bitcoin a été assimilé à des activités illicites et tout. Donc c'était le cas avant, mais c'est plus le cas maintenant pour une raison simple. Je vous l'ai dit, Bitcoin, c'est la blockchain, elle est ouverte à tous. Donc on sait retracer toutes les transactions qui sont passées sur Bitcoin depuis 2009. La difficulté, c'est de lier un portefeuille à une personne. Et aujourd'hui, avec le big data et tout, si on se concentre, quand je dis si, je ne parle pas d'un individu comme nous, hein, je parle de services de police et tout, s'ils se concentrent sur des transactions bien précises, ils savent arriver à trouver la personne qui les a utilisées, qui fait des erreurs à un moment ou à un autre. C'est comme ça que le scandale de Silk Road et plein d'autres scandales dans lesquels des gens ont volé des bitcoins, notamment de plateformes d'échange qui se sont fait hacker, ont été retrouvés par la police américaine notamment. Et le département du Trésor américain a même fait un communiqué, je pense en début d'année ou l'année dernière, après avoir arrêté des gens qui ont utilisé Bitcoin dans des activités illicites, où ils disaient, ils confirmaient le fait que c'était plus facile pour eux de remonter des réseaux de trafic de drogue, machin et tout, blanchiment d'argent, quand ils utilisaient Bitcoin. Donc c'est faux de dire qu'aujourd'hui Bitcoin est utilisé pour des activités illicites. Et il y a des chiffres qui l'ont montré. Il y a des sociétés spécialisées sur toutes les transactions qui ont lieu sur les blockchains. Il y en a une en particulier qui s'appelle Chain Analysis, qui a produit des études mais hyper précises et qui sont utilisées, enfin qui sont reconnues par, qui sont reconnues internationalement, qui ont établi que en 2021, l'usage de Bitcoin pour des activités illicites, c'est 0,15%, je pense. Entre 0,15 ou 0,30% des transactions en Bitcoin ont été utilisées pour des activités illicites. C'est peanut, 0,15%. À titre d'exemple, de comparaison, les transactions en dollars, en espèces, hein, parce que c'est ce qui est utilisé par les blanchisseurs d'argent, par le crime organisé, c'est 5% des transactions en dollars. 5% de ces transactions sont utilisées pour des activités illicites. C'est plus de 20 fois la statistique sur Bitcoin. Donc, c'est c'est une, c'est un faux argument, en fait, qui est cité à tort et à travers sans vraiment rechercher le truc derrière. Quand on s'y penche sérieusement et avec un peu de bonne foi, on trouve des informations qui contredisent ça. Et je pourrais, si vous voulez, vous envoyer des liens sur ça, la déclaration du Trésor américain, les études de Analysis qui établissent le pourcentage de Bitcoin qui sont utilisés pour des activités illicites. Autre chose, Bitcoin a souffert d'une grosse querelle en interne. Je dis querelle entre griffes. C'est ce qu'on appelle la block size. C'était en 2017. Il y avait une mésentente sur comment Bitcoin allait évoluer. Et ça a été une querelle fracticide qui a failli coûter la vie à Bitcoin. Bitcoin a été, il y a eu deux blocs, enfin deux groupes qui se sont divisés. Et ça a mené à ce qu'on appelle un hard fork de Bitcoin. Les gens ont créé un autre Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Cash. Vous verrez que ça vaut rien, ça devient un shitcoin finalement, parce qu'ils ont décidé de faire un truc qui était contraire aux valeurs initiales de Bitcoin. Donc c'est devenu une crypto-monnaie qui vaut plus grand-chose, qui s'appelle Bitcoin Cash. Si vous regardez la liste des crypto-monnaies, vous la verrez, c'est considéré comme un shitcoin. Autre chose, Bitcoin, enfin ça va avec ce qu'on disait, ce que j'ai dit précédemment, les chutes du cours. Il y a des chutes brutales du cours. Le cours peut chuter jusqu'à 80%. La dernière chute qu'on a vécue là, il y a 2, 3 mois, c'était 70%, je pense. Les gens ont crié au loup, Bitcoin c'est mort, machin et tout. Mais bon, des chutes de ce type-là, Bitcoin a connu 6, 7 et se relève à chaque fois. Donc pour moi, c'est un non-événement. Bitcoin est interdit dans de nombreux États. Donc j'ai parlé du Nigeria, mais ça a été le cas également en Chine. Mais ça n'empêche absolument pas les ressortissants chinois d'utiliser Bitcoin, tout comme ça n'empêche pas les Nigérians d'utiliser Bitcoin. On ne peut pas interdire quelque chose qu'on ne peut pas contrôler.
Et ça, c'est une des particularités de Bitcoin. Bitcoin est totalement décentralisé. Donc, l'interdire, tu peux freiner son développement, son essor, mais tu ne peux pas arrêter les transactions Bitcoin. Donc, Bitcoin a été longtemps considéré comme de la fraude, une pyramide de Ponzi, un outil spéculatif. Mais bon, je vais pas considérer ça parce que vous verrez que tous ceux qui ont fait ces commentaires-là, je parle notamment des banques et des groupes bancaires, ils sont tous aujourd'hui en train de proposer Bitcoin à leurs clients. Donc, allez expliquer que les banques sont en train de proposer des pyramides de Ponzi à leurs clients. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, c'est juste pas vrai. Et puis enfin, Bitcoin a été copié par ses compétiteurs. On va en parler plus tard. Tous les altcoins, toutes